En premier lieu, on va voir justement la question du bois, le fait que c'est une ressource qui aujourd'hui est disponible et pertinente. On va revenir très rapidement sur la forêt dans l'Ain, avec justement peut-être une vision plutôt sommaire, puisque ça a été abordé lors des précédents webinaires sur l'état de la forêt. On va également voir justement que c'est une énergie qui est le bois qui est viable. Et puis après, on va voir justement les clés pour réussir son projet bois dans sa commune ou quand je suis, ça peut être aussi valable lorsque je suis particulier ou professionnel, mais c'est très centré justement collectivité, comme l'ensemble des webinaires. Alors, en premier lieu, la question de la forêt et du bois. Il faut savoir que le bois, c'est une ressource qui est disponible et pertinente, notamment disponible, puisque dans l'Ain, on a quelque part un accroissement, et puis même à l'échelle nationale, on a un accroissement des surfaces forestières, ou du moins du volume de bois disponible en forêt. Il n'empêche que, et ça depuis maintenant presque 40 ans, il n'empêche que, en dehors de cet aspect justement très quantitatif, sur l'aspect qualitatif, aujourd'hui la forêt présente plusieurs enjeux que l'on rappelle, qui sont justement l'adaptation au changement climatique et puis également le développement d'espèces invasives. Tout le monde vous avez sûrement entendu parler justement des bois scolytés, donc qui est justement un insecte qui s'attaque au bois, qui du coup sont fragilisés et on est sur une espèce invasive. Donc, on a, en termes de quantité, une ressource qui est disponible. Par contre, en termes de qualité, on est sur une ressource qui, justement, forestière, qui faut surveiller, puisqu'il faut qu'elle s'adapte, justement, au changement climatique et puis, même plus généralement, également, à des marchés qui sont en pleine mutation. Aujourd'hui, pour répondre à nos besoins en bois énergie, la ressource locale est largement suffisante. On a un graphique sur la partie droite de ce diapositive où on voit que justement la récolte dans l'Ain, on récolte à peu près un quart de l'accroissement naturel, des forêts. Donc, on est sur une ressource qui est largement disponible, en sachant qu'aujourd'hui, on récolte beaucoup de bois d'œuvre, avec derrière un petit peu de bois énergie, un petit peu de bois d'industrie, mais c'est essentiellement du bois d'œuvre. Et puis également, quand on parle du bois, on peut parler également des sous-produits. Il n'y a pas que l'accroissement naturel, il y a aussi les sous-produits du bois que l'on peut exploiter également dans l'Ain et plus généralement dans la région et de France. Alors, pourquoi le bois, c'est une énergie qui est pertinente au regard des autres énergies? Parce que, on le sait, aujourd'hui, le mix énergétique français, c'est 60% d'énergie fossile qui conditionne justement des émissions de gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique. On est sur, du coup, en plus, étant sur des énergies fossiles, on est sur des réserves limitées. Donc, on a déjà consommé à peu près la moitié de nos réserves mondiales d'énergie d'origine fossile. Et on a une demande internationale qui est en hausse, avec justement des consommations de pays, je vais utiliser le terme émergent, mais c'est pas forcément le bon terme, comme l'Inde et la Chine, puisque la Chine est déjà plus qu'émergente, mais des pays comme la Chine et l'Inde qui consomment énormément de ressources fossiles. Donc on a un marché de plus en plus tendu. Et puis c'est d'actualité, des instabilités politiques, géopolitiques, qui conditionnent justement sur ces énergies fossiles un approvisionnement qui est peu sécurisant. On le voit aujourd'hui avec, alors le plus visible pour nous tous peut-être, c'est le prix du gasoil, mais le fuel, la courbe est assez impressionnante et on le voit également sur des énergies comme le gaz et même l'électricité, malgré le fait qu'on ait une électricité quelque part locale. Même l'électricité, les prix s'envolent puisque le gaz et l'électricité sont des énergies. L'électricité est une énergie finalement quelque part un peu dépendante du gaz de par des mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Alors, on pourrait se dire, justement, les énergies renouvelables vont nous sauver, l'éolien et le photovoltaïque. On le voit sur le graphique qui est à droite. Les énergies renouvelables, quelque part, ne nous sauvent pas, puisqu'en fait, finalement, les énergies éoliennes, enfin les énergies renouvelables, viennent en complément de nos consommations depuis maintenant plusieurs décennies. Le graphique commence en 1926, les énergies renouvelables viennent en complément des énergies fossiles que nous consommons de plus en plus. Donc aujourd'hui, on a
on est dans une courbe où justement on consomme plus d'énergie et une part d'énergie renouvelable vient compenser entre guillemets cette surconsommation d'énergie. L'idée, c'est d'avoir plus de renouvelables et moins d'énergie d'origine fossile. Et la première énergie renouvelable de France, il ne faut pas l'oublier, mais c'est le bois que l'on consomme. Sur ce graphique, on le voit de moins en moins, mais finalement, la courbe va s'inverser et on va de plus en plus revenir à cette énergie locale et durable, si elle est correctement exploitée. Alors, le prix, on a parlé d'éléments géopolitiques. Justement, on a un avantage qui est assez marqué. On voit sur ce graphique qui commence en 1974. Ce graphique présente le coût des énergies, des différentes énergies. Les énergies d'origine fossile sont fortement perturbées par les événements géopolitiques qu'il peut y avoir à l'échelle mondiale. On le voit notamment parce que ce graphique commence en 1974, c'est pas anodin, c'est le premier choc pétrolier. Auparavant, finalement, on se souciait peu de la question du prix des énergies fossiles. Et en fait, on arrive à voir sur ce graphique que à chaque perturbation économique, on assiste à une baisse du prix de l'énergie, puis à une augmentation assez forte. On le voit dans les années 80 avec une sorte de second choc pétrolier, les années 2000 avec la crise, l'explosion de la bulle immobilière, en 2008, la crise des subprimes, et avec le Covid, on va revoir cette forme-là de baisse puis de forte augmentation, et on va revoir d'autant plus aujourd'hui avec notamment la guerre en Ukraine, ces évolutions de prix qui vont se marquer et qui se marquent même de manière assez spectaculaire pour ce qui est de cette dernière crise que l'on vit finalement actuellement. Par contre, à contrario, ce que l'on constate, c'est que les énergies locales, elles ne sont pas perturbées par ces augmentations, ou du moins le sont moins. Le granulé, on voit qu'il y a une forte demande, donc on a une augmentation de prix aujourd'hui qui est mesurée, il faut le dire, on le voit. Par contre, on est sur une augmentation de prix qui reste quand même relative au regard de ce qu'on peut constater sur des énergies comme le gaz, l'électricité et encore plus le fuel. Et le bois bûche et le bois plaquette sont deux énergies qui, en termes de prix au kilowattheure, restent relativement stables, parce qu'on est sur un approvisionnement local sur ces énergies-là. Donc, c'est aussi quelque part une relocalisation de nos moyens productifs, notamment en termes d'énergie, que de consommer du bois local. Alors, autre, entre guillemets, argument pour réfléchir à un passage à une énergie. Alors, je parle beaucoup du bois, mais en tant que collectivité, vous avez d'autres solutions. C'est vrai que là, on est très centré bois, puisque c'est le but de ces webinaires. Mais pourquoi changer d'énergie? Parce qu'aussi, en tant que collectivité et en tant que particulier, vous n'allez pas avoir le choix, dans le sens où en 2022, donc c'est au 1er juillet 2022, il sera interdit de procéder à l'installation ou au remplacement d'une chaudière fuel par une chaudière fuel. Quand je parle de remplacement, c'est que vous ne pourrez pas rééquiper une chaufferie fuel avec une chaudière fuel, puisque c'est une énergie qui émet plus de 300 grammes de CO2, d'équivalence CO2 par kilowattheure. Donc, ces énergies, finalement, on n'interdit pas le fuel, on interdit les énergies qui émettent plus de 300 grammes de CO2. Et aujourd'hui, naturellement, c'est le fuel. Donc, ça sera à partir du 1er juillet 2022 pour le neuf, mais également pour les bâtiments existants. Pour le neuf, c'est déjà en place. Voilà. Donc, 2022, on est sur l'arrêt du fuel. Alors, comme j'aime bien le spécifier aux particuliers, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne va pas y avoir le 2 juillet une brigade d'intervention qui va venir vous retirer votre chaudière. C'est vraiment le remplacement d'une chaufferie fuel. C'est en cas de remplacement, vous ne pourrez pas réinstaller une chaufferie fuel. Par contre, vous pouvez continuer à faire l'entretien courant de cette chaufferie, mais on ne pourra pas faire de gros entretiens qui permettraient justement de prolonger sa vie ad vitam aeternam. C'est l'entretien annuel et c'est tout. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais il y a le biofuel qui va arriver sur le marché. Donc, c'est top. On va pouvoir aujourd'hui utiliser du biofuel et continuer à utiliser cette machine. Oui et non, le biofuel aujourd'hui, pour atteindre les niveaux de 300 grammes équivalent CO2 par kilowattheure, il faudrait un biofuel F30. Aujourd'hui, les brûleurs F30 n'existent pas sur le marché. Donc déjà ça, il faut l'avoir en tête. Aujourd'hui, on n'arrive pas à équiper techniquement, donc ça va
bientôt arriver, hein. On va les avoir, ces brûleurs, mais pour l'instant, ils ne sont pas sur le marché. On voit beaucoup du F10, donc c'est 10% de colza et 90% de fuel, ce qui ne permet pas de répondre à cette nouvelle norme. Et en plus, ce brûleur, quand il va apparaître sur le marché, il va coûter entre 1 000 et 2 000 euros. Se pose la question sur des équipements fuel qui sont quand même, sur des équipements de chauffage qui sont particulièrement bien aidés parfois. Cette question d'investir dans un brûleur, quand finalement on peut se dire on repart sur un équipement qui sera peut-être plus viable dans le temps en termes de coût, c'est vraiment à interroger, à questionner cette pertinence de changer de brûleur. Dans tous les cas aussi, ce qu'on peut interroger comme pertinence, c'est le fait d'utiliser des terres agricoles pour produire de l'énergie. Ça s'interroge également lorsque justement on n'est pas sur une production d'énergie qui résulte d'un déchet, puisqu'on vient mettre le colza, fait pousser clairement du colza pour le transformer en énergie. Contrairement peut-être au biogaz, où dans une phase là aujourd'hui d'expérimentation, on met peut-être un peu d'apport neuf dans les méthaniseurs, mais aujourd'hui, on utilise du déchet pour le biogaz. Là, le biofuel, on n'est clairement pas sur un déchet, on fait pousser pour justement directement transformer en énergie. Donc, ça suscite des interrogations qu'il faut se poser. Vous allez avoir d'autres alternatives. La pompe à chaleur, est-ce qu'elle est adaptée à tous vos bâtiments communaux? Typiquement, une pompe à chaleur a ce qu'on appelle un coefficient optimal de performance. Justement, ce coefficient optimal de performance, il est calculé en laboratoire avec justement une température extérieure qui est normée et surtout une température de restitution de l'eau qui est également normée. On a parfois des bâtiments communaux qui consomment beaucoup d'énergie et là, la pompe à chaleur peut se retrouver en défaut dans le sens où elle ne va pas être dans sa plage de consommation, de performance optimale, et de fait, on va avoir une surconsommation énergétique. Donc, la pompe à chaleur n'est pas la solution miracle sur des bâtiments, et certains élus aujourd'hui nous ont fait le retour. Justement, ils se sont mal renseignés, et d'installer des pompes à chaleur sur leur bâtiment, et finalement, ça leur coûte plus cher que le fuel, puisque la pompe à chaleur, elle tourne dans de mauvaises plages. Donc, ce n'est pas une solution en soi. On a une solution, enfin, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. On a la chaudière gaz, qui peut être une solution aussi si vous avez des chaufferies fuel. On peut passer au gaz. Alors, le gaz réseau, dit gaz naturel, également le gaz propane, mais financièrement parlant, ça ne tient pas du tout debout. C'est bien plus cher que le fuel. Donc, le gaz réseau est une solution, d'autant plus qu'on a le biogaz qui va arriver justement petit à petit avec un objectif que s'est fixé GRDF d'avoir 100% de biogaz dans son réseau d'ici 2050. Donc vraiment une énergie finalement qui sera locale. Pareil, on relocalise nos moyens de production énergétique à travers ce biogaz. Ça peut être une solution. La question des coûts, elle s'envisage également. Avec une relocalisation, c'est à questionner. Mais il y a une question aujourd'hui du coût énergétique. Et puis après, on a la solution chaudière à bois, qu'elle soit en granulé ou en plaquette, qui est une solution aujourd'hui qui est totalement viable, qui demande parfois un peu de place. Ça, il faut l'avoir en tête. Justement, les bâtiments communaux, on a l'avantage que souvent la place, c'est pas un souci. Mais la chaudière bois, c'est une bonne solution parce qu'on a une énergie locale avec un faible pourcentage d'augmentation. On va voir aussi qu'il y a des méthodes d'approvisionnement qui peuvent justement, qui peuvent être assez intéressantes. Donc, du coup, c'est aussi souvent la bonne solution, la question du bois. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de solution, entre guillemets, magique lorsque vous envisagez un changement de système de chauffage pour votre bâtiment communal. Il faut étudier. C'est ça qu'il faut regarder. C'est vraiment quelle est la solution la plus pertinente. Et c'est facile à dire, chaque projet est unique. Et voilà, la chaudière bois ne sera peut-être pas adaptée si on a peu de place justement pour la mettre. Et c'est là qu'il faut regarder avantages et inconvénients de chaque système. Le bois, pourquoi il est viable en dehors, encore une fois, de tous ces aspects pratiques? Je parlais tout à l'heure de réchauffement climatique. Le bois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de bois malades aujourd'hui à cause du réchauffement climatique. On voit des sapins aujourd'hui à des altitudes inférieurs à 1000 mètres qui justement dépérissent parce qu'il fait trop chaud en température. On a du coup des bois qui sont scolités. Et aujourd'hui, typiquement le bois scolité, la question se pose de l'utiliser dans la construction puisqu'il conserve quelque part un peu ses propriétés mécaniques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce bois, on peut également l'utiliser pour faire du bois énergie. Et puis, ça a été dit également sur d'autres webinaires, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le marché du bois, on a une demande qui est grandissante.
avec justement des marchés internationaux qui cherchent à récupérer ce qu'on appelle les fûts, donc finalement ce que nous on appelle le tronc. Une fois que l'arbre est coupé, on appelle ça du coup une grume. Donc le fût, c'est la partie tronc de l'arbre qui est utilisée pour justement faire du bois d'œuvre du bois d'œuvre. Et après toute la partie justement le houppier, donc finalement la partie supérieure de l'arbre. Aujourd'hui, il y a peu de débouchés pour ces bois-là. Donc, le bois, c'est une ressource qui est abondante. Aujourd'hui, certains exploitants forestiers vous le diront, il est plus rentable pour eux de couper l'arbre, récupérer le fût et laisser le houppier en forêt. Ce qui est un avantage, finalement, pour la forêt et sa biodiversité, puisqu'on a un retour au sol du carbone et des minéraux, de laisser le houppier, entre guillemets, pourrir en forêt, mais on peut aussi récupérer une partie de ces bois pour justement créer du bois de chauffage sous forme de plaquettes ou de bois bûche. Ce qu'il faut voir également, c'est que ce bois d'œuvre, on va l'utiliser de plus en plus de bois d'œuvre, puisque finalement, on a aujourd'hui la RE 2020, donc Réglementation environnementale 2020, qui remplace la RT 2012, Réglementation thermique 2012, RE 2020, qui prévoit de plus en plus de construction bois. Donc, qui dit construction bois dit ce qu'on appelle connexe de scierie, c'est-à-dire des chutes qui peuvent être justement transformées en granulés de bois et donc en chauffage. Donc, on a un marché qui est grandissant, qui est en train de se structurer avec cette nouvelle RE 2020 et puis avec cette demande qui est aussi tout aussi grandissante. Donc, on a un marché qui commence à se structurer. Le bois, l'avantage également, je parlais de relocalisation de nos moyens de production énergétique, c'est également une relocalisation des emplois. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, alors c'est des données statistiques de l'ADEME, si on considère 10 chaufferies de 150 kW, l'ADEME estime qu'on est sur à peu près 28 emplois locaux générés par l'exploitation de ces chaufferies. Alors 150 kW, pour vous donner un ordre d'idée, c'est assez difficile parce que je parle de puissance. 150 kW, c'est une mairie qui va faire dans les 250-300 mètres carrés, on va être dans ces eaux-là. Aujourd'hui, une maison individuelle, à peu près 100 mètres carrés bien isolée, on va être de l'ordre d'une vingtaine de kilowatts, moyennement isolée. Voilà. Une maison individuelle moyennement isolée, on va être à 20 kW de puissance. Donc, on est déjà sur des beaux bâtiments, pas ou peu isolés. 28 emplois, parce que justement, il y a toute la partie gestion de la forêt, donc bûcherons, débardeurs, scieurs et puis également exploitant de plateforme de stockage. Il y a l'acheminement du combustible, il faut le chauffeur qui va venir livrer, et également la gestion et la maintenance des chaufferies, parce que les chaufferies bois réclament un petit peu de maintenance, plus que les énergies fossiles, que sont le fioul et le gaz. Alors, les avantages et les inconvénients de la chaufferie bois, déjà, il faut distinguer deux choses. On a les chaufferies et les réseaux de chaleur. C'est deux choses différentes. Alors, quand on a juste un bâtiment avec une chaudière dedans, on appelle ça une chaufferie. Quand on vient avoir une chaufferie, donc un bâtiment avec un local chaufferie, et qu'on alimente d'autres bâtiments communaux, on appelle ça un réseau de chaleur, un réseau technique, pardon. Et quand on vient alimenter d'autres clients que d'autres usagers de l'énergie que la collectivité, on appelle ça un réseau de chaleur. Sur la partie chaufferie bois, l'avantage, c'est que, comme je l'ai dit, on est sur une ressource qui est abondante. On a de la ressource, notamment dans notre département, donc profitons-en, et surtout locale. Voilà. On a un coût en matière première qui est plutôt faible, et en plus, qui a l'avantage d'être stable. Et ça crée également des emplois locaux. L'inconvénient aujourd'hui d'une chaufferie bois, il faut le reconnaître, on a sur un investissement aujourd'hui qui est initialement assez lourd. Une chaufferie bois coûte bien plus cher qu'une chaufferie fuel ou une chaufferie gaz. Il faut le savoir, c'est plus cher, mais on a des dispositifs d'aide qui viennent un petit peu absorber le choc. Voilà. On a un entretien également, il faut le savoir. Certes, on a un combustible qui est moins cher. Par contre, on a un entretien et une exploitation qui est plus onéreux et qui, du coup, nécessite un provisionnement. On a des retours d'expérience dans le département de l'Ain où ce provisionnement n'a pas été fait. Et de fait, on se retrouve quelque part un peu embêté au moment où, justement, on commence à avoir des pannes sur la machine. Donc, il faut prévoir, justement, dans l'exploitation d'une chaufferie, un provisionnement pour le renouvellement des pièces et de cette chaufferie.
C'est un combustible également, le combustible bois, qui est plus difficile à utiliser. Aujourd'hui, le fioul et le gaz, il n'y a rien de plus simple à brûler pour justement créer de l'énergie. Le bois, on a des questions de qualité à mesurer pour justement assurer une combustion optimale. Ça peut être justement la qualité de la forme de la plaquette, parce que justement ce qu'on appelle des queues de déchiquetage, donc des gros morceaux de bois, peuvent venir bloquer la vis d'approvisionnement, mais également sur le fond, entre guillemets, de la plaquette, tout ce qui est taux de cendre et puis taux d'humidité notamment, qui peuvent endommager le matériel. Donc il faut être vigilant quant à la qualité de la plaquette. Et puis du coup, cette qualité de plaquette, on la vérifie, mais il faut également vérifier la performance de la combustion. Et ça, justement, aujourd'hui, beaucoup de chaufferies sont équipées d'équipements qui permettent de mesurer la performance à distance et justement de repérer les défauts. Donc c'est un inconvénient, mais qui est traité par finalement de la technologie. Sur la partie réseau, donc quand on vient installer un réseau, qu'il soit technique ou un réseau urbain, un réseau de chaleur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une performance énergétique et économique qui est forcément plus intéressante de par la mutualisation des besoins de chauffage, des besoins plus importants, donc on peut mutualiser. On a de fait une économie d'échelle. Les sous-stations qui équipent justement chaque bâtiment qui sont approvisionnés grâce à cette chaufferie collective nécessitent relativement peu d'entretien. Il y en a, mais c'est pas très lourd en termes d'entretien. Par contre, concrètement, on est sur un investissement qui est assez lourd, puisqu'on parle de voirie. Hein. Donc, là, vous le savez, en tant qu'élu, la voirie, c'est souvent des budgets assez importants. Donc, l'investissement est assez lourd. Alors, on peut le coupler, hein, naturellement. Et puis, il y a un travail juridique à prévoir. C'est là où, justement, on est là pour vous accompagner dans cette démarche. Mais dès qu'on commence à vendre de la chaleur à des usagers, il faut justement avoir un montage juridique autour de cette vente. Et il faut l'intégrer. Et ça peut être parfois un frein, justement, qu'on est là pour lever et on vous accompagne dans cette démarche-là. Il y a un triptyque pour bien réaliser son projet, également sur l'aspect, cette fois-ci purement d'ordre technique. En premier lieu, c'est la conception et la technologie que vous allez employer. Un silo qui est bien dimensionné. C'est bête à dire, mais aujourd'hui, les retours d'expérience qu'on a pu avoir dans les années passées, je vous parle de ça à quelques décennies, et c'était pas moi qui les voyais, justement, ces retours d'expérience, mais justement de silos sous-dimensionnés, ce qui faisait qu'on avait des chargements trop réguliers. Le bois a une densité énergétique bien plus faible que le fioul. Aujourd'hui, on a une puissance calorifique dans un litre de fioul qui est énorme. Le bois n'arrive pas à tenir la cadence, donc il faut beaucoup plus de volume. Et des silos mal dimensionnés conditionnent justement des chargements réguliers. Et puis un accès pour le déchargement des camions. Également, voilà, on a eu quelques retours d'expérience de camions qui n'arrivaient pas à accéder, ou alors il n'y a pas très longtemps, on a visité une chaufferie également. Finalement, la rampe d'accès, elle n'était pas si bien conçue et gênait beaucoup l'utilisation du parking qu'il y avait autour de ce bâtiment. Donc, c'était mal conçu. On a trouvé une solution, mais ce n'était pas la solution non plus optimale. Donc, aujourd'hui, il faut le savoir et il faut l'intégrer dans son projet. On est là pour réfléchir en amont. Ensuite, il y a l'exploitation. Il faut suivre et évaluer les performances de l'installation, comme je le disais tout à l'heure, pour justement être sûr qu'on n'abîme pas le matériel et surtout qu'on n'émet pas également de polluants. Et ça, à travers une analyse de la combustion. Et puis justement, cette analyse de la combustion est très dépendante au combustible. Il faut trouver une filière d'approvisionnement en combustible qui est viable dans le temps et également en termes de qualité. Et ça, c'est un triptyque, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Vous remarquerez que les flèches vont dans les deux sens, mais ce triptyque, tout est lié. On a des retours d'expérience aujourd'hui sur le bois. Alors justement, parfois quand on aborde la question du bois avec certains élus et même certains particuliers, on nous cite tout le temps les mêmes exemples. Dans le département de l'Ain, on a souvent regardé cette chaufferie, il y a eu tel problème, tel problème, tel problème. Aujourd'hui, dans le département de l'Ain, il y a 122 réseaux de bois, publics ou privés, de chaufferie bois, finalement, de grosse puissance. Ces exemples que l'on nous cite, concrètement, il y en a deux. Donc, on parle de 2% de réseaux qui ne sont pas justement exemplaires, on va dire.
Et voilà, c'est la majorité silencieuse, tous ces réseaux qui fonctionnent convenablement et dont on n'entend finalement jamais parler. Alors en premier lieu, Saint-Denis-les-Bourgs, on est sur de la grosse chaufferie. On parle quand même de quelques mégas, 560 tonnes de bois brûlés par an avec 12 sous-stations. Donc c'est aussi bien des bâtiments que des logements sociaux. Et on a un coût de la chaleur. Alors là, je parle fourniture et exploitation. Je le préciserai à chaque fois parce que c'est pas très clair. Le coût de la chaleur, fourniture et exploitation aux environs de 9 centimes le kilowattheure. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le kilowattheure de fuel, alors à l'instant T, ça ne veut rien dire. Le kilowattheure de fuel, aujourd'hui, il est à 19 centimes à l'instant même. Avant la guerre en Ukraine, donc période Covid, on était aux alentours de 10 centimes le kilowattheure, et même avant le Covid, finalement, on était aux alentours de 10 centimes. Le gaz, on était aux alentours de 9-10 centimes le kilowattheure. Voilà. Donc, on a un prix qui est assez similaire à celui du gaz réseau. Et c'est intéressant, justement, pour les petites communes qui ne sont pas raccordables au gaz, financièrement parlant, la solution bois, elle s'étudie avec beaucoup d'intérêt. Ensuite, on a également une autre forme de chaufferie qui brûle quand même beaucoup moins de bois, qui est celle de Val-Revermont. On est aux alentours de 200 tonnes de bois avec 19 sous-stations. Vous voyez comme quoi les sous-stations, c'est très difficile de parler de puissance, puisque on parle de puissance, mais derrière, il y a de la consommation qui va dépendre énormément des bâtiments qu'on va utiliser. Là, on a beaucoup plus de sous-stations, mais on consomme en même temps 2 fois moins. Alors, pourquoi? Parce que là, on cherche des bâtiments communaux, des commerces et des logements. Saint-Denis-les-Bourgs, on est encore une fois sur des bâtiments communaux ou de logements sociaux. Il y a des questions de rendement, de réseau, de distance, etc. Donc, encore une fois, chaque projet est unique. On a un coût de la chaleur aujourd'hui qui est aux alentours de 9 centimes. Fourniture et exploitation, alors avec une certaine variante, c'est que on le verra et justement, vous le verrez pendant la visite de cette chaufferie, le bois vient de la commune. C'est justement des employés communaux qui fabriquent l'énergie de cette chaufferie. Donc, on a finalement un coût au kilowattheure qui est très faible. On a un coût d'exploitation qui est un petit peu plus élevé. Il faut l'avoir en tête. Alors justement, on voit 2 chaufferies totalement différentes. Saint-Denis-les-Bourgs, qui est une grosse machine, et puis finalement Val-Revermont, qui est dans une plus petite commune. Justement, le bois n'a pas de limite, dans le sens où un projet bois, ça s'envisage partout, tout le temps. Ça peut être très bien les grosses agglomérations. On n'a aucune difficulté technique, justement, à venir tirer dans un axe très urbain. Là, par exemple, on a pris l'exemple du centre-bourg de Césaria. On a cette grande ligne droite entre la gendarmerie et puis le centre-ville, le bâtiment de la Poste, pour ceux qui connaissent un petit peu. On a cette grande ligne droite. On a ce qu'on appelle une densité urbaine, une densité énergétique très forte, puisqu'on a beaucoup de logements, quelques copropriétés. Donc, on a un intérêt à venir tirer un réseau de chaleur sur ce type d'axe et d'alimenter tous les logements qui sont autour. Encore une fois, sur ce type de projet, là où on va questionner la chose, c'est la concurrence avec le gaz, puisqu'il y a une concurrence financière aujourd'hui sur ce type de commune qui souvent, on ne va pas se le cacher, est raccordé au gaz naturel. On a également les hameaux, et c'est là où finalement c'est peut-être le plus judicieux, les hameaux avec une forme plutôt compacte, et on peut avoir des besoins énergétiques qui s'avèrent assez élevés dans ce type de hameau. Donc on peut envisager une chaufferie également dans des plus petites densités urbaines, mais avec cette densité énergétique qui reste relativement élevée, avec souvent des bâtiments en plus qui sont en termes de volumétrie assez importants, plutôt mal isolés, même si on essaie de combattre ça, et finalement dans le triptyque on isole et ensuite on change le système de chauffage, mais on est encore sur des bâtiments plutôt mal isolés, parfois l'agriculture qui nécessite des besoins de chaleur, donc ça se réfléchit et ça s'envisage également dans des hameaux. Je parlais de densité énergétique. L'idée aussi pour intégrer du bois, ça va être dans le développement. Là, on a parlé beaucoup des bâtiments existants. On peut envisager également le bois dans le cadre d'un développement. Donc là, on est sur un scénario qui a été réalisé dans le cadre du réseau de chaleur de Saint-Étienne-du-Bois. On s'est rendu compte qu'on avait un groupe scolaire, un bâtiment existant de logements sociaux de Dynacité, un foyer, et puis des projets de construction à la fois de Dynacité pour des logements sociaux, mais également une salle des sports qui était en projet. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une densité énergétique qui était suffisante pour envisager un raccordement de la chaufferie à ces différents bâtiments. On a un peu la même logique aujourd'hui sur plusieurs communes sur lesquelles il y a des projets. Et lorsqu'il y a des projets avec notamment de l'aménagement de voirie, tout de suite la question du bois
et la création d'une chaufferie collective est envisagée. Alors, on cherche du coup les gros consommateurs d'énergie, qu'ils soient d'ordre privé ou public. Et pour garantir la performance de ce réseau, nous, on peut travailler à ça. C'est la réalisation de notes d'opportunité qui sont totalement financées par le département de l'Ain dans le cadre de l'animation du livre blanc de la filière bois. L'idée, même si on traite du bois, c'est vraiment de vous apporter un regard objectif sur ce projet et d'étudier toutes les possibilités que vous allez pouvoir avoir devant vous, y compris si la solution finalement la plus viable, c'est le gaz. On vous dira que la solution la plus viable financièrement parlant, c'est le gaz. Ce qu'on va mesurer, c'est du coup, quelles sont vos attentes. Si c'est des attentes environnementales, la question va se poser justement par rapport au gaz, ou alors le conseil sera donné peut-être de partir sur du biogaz, mais on va vous donner les avantages et inconvénients de chaque énergie. On ne va pas vous orienter vers une énergie plutôt qu'une autre. Et souvent, quand on a une densité énergétique suffisante, le bois a quand même beaucoup plus d'avantages. Alors, comme je le disais tout à l'heure, coupler les travaux de voirie, un projet bois, ça s'intègre, je parlais du futur et du présent. Pareil, dans vos communes, vous avez des travaux de voirie qui s'envisagent. Parfois, justement, c'est l'occasion, quand des travaux de voirie sont programmés, de poser tout de suite la question, de mettre en attente justement les réseaux ou peut-être juste de venir directement créer le projet à ce moment-là. Mais l'idée d'entretenir la voirie et créer le réseau en même temps, souvent permet justement de faire baisser les coûts en partageant justement les tranchées que vous allez pouvoir créer pour installer les réseaux. Je sais que là, en ce moment, par exemple, il y a beaucoup de fibres qui sont tirées à droite, à gauche. Ça peut être l'occasion de se dire, on en profite pour justement venir mettre les réseaux de chaleur en même temps. Donc, il faut mesurer la capacité technique à le faire. Également, dans vos documents d'urbanisme, ça se programme le bois sur une vision à long terme. Et typiquement, l'idée, ça va être d'apporter une certaine densification. Encore une fois, je parle de densification énergétique. Aujourd'hui, l'étalement urbain est un frein au développement de la filière bois et au développement des chaufferies bois. Parce que justement, si vous avez un étalement urbain qui est assez prononcé, vous allez avoir une difficulté à avoir une certaine densité pour installer ce type d'énergie. Trop de réseaux, donc on a trop de pertes en ligne, et donc le réseau n'est plus viable. Voilà. Donc, avoir une certaine densité harmonieuse, c'est facile à dire hein, dans l'aménagement urbain, mais avoir une densité, mais qui reste quand même logique. J'ai parlé de quelques retours d'expérience. Tout à l'heure, je parlais de... Alors là, on est sur la chaufferie de Saint-Didier-d'Ossia. Je parlais d'une rampe qui n'était pas adaptée. Là, on voit la rampe. Aujourd'hui, si vous passez à Saint-Didier-d'Ossia, vous ne verrez plus la rampe, puisque clairement, on était sur ce projet-là qui, du coup, est très, très, très contraignant au niveau de la rampe. Donc, finalement, ils ont décidé de la retirer, cette rampe d'accès, pour finalement charger avec un Manitou. Donc, c'est un employé communal qui charge avec un Manitou, ce qui convient en soi. Aux élus et puis aux employés communaux. Mais voilà, c'est typiquement un exemple même d'une réalisation, d'une conception qui n'avait pas été très bien réfléchie à la base. On a un investissement estimatif puisque finalement, ce projet s'est fait dans le cadre d'un développement, c'est-à-dire qu'il y avait une salle des fêtes réfectoire et à côté, il y avait une école qui était en projet de construction, une construction neuve. Et puis, plutôt qu'envisager deux systèmes de chauffage, la collectivité a décidé de partir sur une chaufferie installée dans l'ancienne salle des fêtes, mais qui chauffe également l'école. L'investissement, il est estimé à 96 000 € hors taxe pour cette chaufferie, avec à l'époque un taux de subvention de l'ordre de 60%. Et avec les récentes évolutions du prix du fuel, alors je parle des récentes évolutions, c'est pas celle actuelle avec l'Ukraine, hein, je prends toujours une évolution lissée sur le temps, mais on a avec les évolutions du prix du fuel, on estime que le temps de retour sur investissement actualisé, il est de l'ordre de 12 à 13 ans. Donc actualisé, c'est-à-dire en prenant en compte le fait que le fuel a augmenté et le bois aussi, mais dans une moindre mesure, et en déduisant les aides financières. Donc là, la chaufferie, justement, a une quinzaine d'années. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, elle est amortie.
Autre retour d'expérience, c'est celle de Val-Revermont, très fort Cuisia, pour être plus précis. On est sur une chaufferie qui fait 250 kW de puissance et on a 450 mètres linéaires de réseau, 27 consommateurs. Et on a un investissement qui est cette fois-ci plus lourd puisqu'on a un réseau et on a plus de puissance, de l'ordre de 312 000 euros. La chaufferie, pour sa part, coûtait 230 000 et le réseau 90 000 euros. Et on a eu un investissement également, un taux d'aide d'environ 60%. Ici, on a mobilisé du coup le fonds chaleur de l'ADEME, également une aide de la région et une aide de l'Europe, une récupération de TVA également. Donc, on estime aujourd'hui que cette chaufferie à Val-Revermont, si on part du principe que on serait passé à une chaufferie fuel classique avec un réseau, on aurait une économie aujourd'hui de 20 000 euros par rapport à la chaudière fuel par an. Donc, le temps de retour sur investissement, il est de 7 ans cette fois-ci. Alors, pourquoi? Parce qu'en 2006, quand a été créée cette chaufferie, le fuel était à 3,8 centimes le kilowattheure. Aujourd'hui, le fuel est en 2019, il était à 8 centimes, et là, dernièrement, en 2021, pardon, on était aux alentours de 10-11 centimes le kilowattheure. Donc, on a une évolution du prix du fuel qui a doublé, et même là, si on prend avec l'Ukraine, on est x4 très facilement sur ce type d'énergie, même plus que ça. La plaquette, quant à elle, entre 2006 et 2019, elle est passée de 2,6 centimes à 3,1. Donc, on a une augmentation qui est de 19%. Donc, une augmentation qui est bien plus limitée que le fuel. Et après, on parle beaucoup d'aspects financiers, mais il y a également les aspects gaz à effet de serre. Avec justement cette chaufferie, on économise 106 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre par an, ce qui est considérable. Voilà. Alors, je parlais de projet exemplaire, on est sur une démarche intégrée d'autoconsommation, c'est les forêts communales qui viennent alimenter cette chaufferie. La commune a construit sa propre plateforme de stockage. On a des plans de coupe qui sont gérés par l'ONF, donc c'est l'ONF qui vient marquer les arbres à couper et c'est les employés communaux qui viennent couper. Et il y a un prestataire local qui vient justement broyer les arbres coupés. Le coût énergétique, il est d'environ 1,15 centimes du kilowattheure. On voyait sur une diapo précédente que on avait un coût kilowattheure qui était plutôt de l'ordre de 8 à 9 centimes. Ah oui, parce que du coup, là, je parle de coût kilowattheure consommateur. C'est-à-dire que on rajoute tous les frais de renouvellement, les frais de renouvellement matériel, pardon, les frais pour payer les employés communaux, etc., etc. Et in fine, on a un coût kilowattheure qui est de l'ordre de 8 à 9 centimes. Donc, assez similaire au gaz pour une commune finalement qui n'est pas raccordable au gaz. Donc, plutôt une bonne opération. Et le surplus de production est vendu aux communes voisines, en l'occurrence Saint-Étienne-du-Bois et Dron, je crois que sont pour parler avec Ramas, je crois, Dron ou Ramas, mais voilà. Il y a une vente du surplus aussi, donc aussi, on est dans une démarche aussi qui est mutualisée. Tout à l'heure, je parlais de notes d'opportunité, ces notes que l'on réalise. Là, j'ai pris un exemple. Donc, ce n'est pas un projet qui est sorti, mais c'est pour vous illustrer un petit peu ce dont on est capable de faire. Donc là, en l'occurrence, on est sur un projet de remplacement d'une chaudière fuel vieillissante. C'est une étude qui avait été financée cette fois-ci dans le cadre du CEP et non pas dans le cadre de la Forêt Blanche, le Conseil en énergie partagée. On se rend compte qu'on a aujourd'hui sur ces notes d'opportunité qu'on vous donne, elles vous permettent de vous décider par rapport à un changement de système de chauffage. Typiquement, vous allez avoir la solution d'inaction énergétique qui est comparée, ou alors l'installation d'une pompe à chaleur comparée à celle du bois. Et dans ce projet, on se rend compte qu'au bout de 12 ans, l'amortissement est réalisé. Vous avez toutes les clés, c'est-à-dire que combien coûte la chaufferie, quel est le coût du kilowattheure, quelle est son évolution, quel est le prix du P1, donc la fourniture de l'énergie, le prix du P2, la maintenance, et quel est le prix du P3, le renouvellement. Et tout ça cumulé fait qu'on est capable de vous donner un calcul de rentabilité sur un projet que vous pourrez porter. Voilà. Donc là,
Là, typiquement, sur ce projet-là, pour encore nous donner des chiffres, encore une fois, chaque projet est unique, mais sur ce projet-là, on était sur une chaufferie de puissance plutôt moyenne, on chauffait un bâtiment communal, et en 20 ans, finalement, la solution granulée de bois, donc qui n'est pas non plus la solution la moins coûteuse en termes de coût énergétique, permettait d'éviter un surcoût de 32 000 € par rapport au fuel sur ce bâtiment-là. Ce qu'on peut étudier aussi, c'est des conceptions un petit peu tarabiscotés, je vais utiliser ce terme-là, de bâtiments qui sont chauffés avec différents types. Là, on a, par exemple, un bâtiment où il y a 2 chaudières fuel distinctes sur chaque bâtiment. Bah là, l'idée, ça va être pour le conseiller de regarder est-ce que ça vaut le coup d'installer une chaufferie bois ou 2 chaufferies bois, une chaufferie granulée, une chaufferie bois avec un réseau. Voilà. Vraiment de creuser. Et ce qui a été préconisé également sur ce projet-là, c'est de venir isoler les combles, puisqu'en visitant, le conseiller s'est rendu compte que les combles n'étaient pas isolés, qu'il y avait une possibilité technique de le faire à coût plutôt réduit, et ça générait du gain énergétique. Donc ça a été mesuré dans l'étude, et également, le verdict est tombé sur la question de comment bien construire le projet, est-ce qu'on met deux chaudières granulées ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une vue détaillée de votre projet, et d'avoir les meilleures solutions chiffrées pour vous décider. Voilà. Donc, c'est Simon Chanard qui fait les études chez nous et il a une bonne vision également des choses, je trouve, c'est qu'il vous donne des scénarios optimistes et pessimistes de l'augmentation du prix de l'énergie. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir 2 courbes. C'est celle qu'on voit sur la partie droite, on le voit un peu mal, mais l'idée, c'est d'avoir 2 courbes qui vous permettent aussi de vous positionner par rapport à des augmentations du coût de l'énergie qui peuvent varier. En résumé, je suis allé assez rapidement, on avait 2 heures, puis finalement, c'est passé assez rapide, et j'imagine que vous allez avoir plein de questions. En résumé, finalement, le bois, c'est une solution qui est viable, puisque ça permet de répondre aux enjeux globaux de réchauffement climatique et de raréfaction des ressources, tout en restant sur un côté très local. Donc, on est vraiment dans cette logique de pensée globale, agir local. On est sur une technologie qui maintenant est maîtrisée, avec une gestion qui est connue. Comme je le disais tout à l'heure, une centaine de grosses chaufferies dans le département de l'Ain. On entend toujours parler des mêmes défauts, mais on parle de 2% des chaufferies installées. En termes de puissance, je suis sûr que ce pourcentage serait encore plus réduit. Il y a un réel potentiel au niveau des collectivités, puisque c'est vous qui consommez beaucoup d'énergie finalement avec les bâtiments communaux, mais également les citoyens et les industries qu'il peut y avoir autour. Donc on a un réel potentiel, que ce soit dans des grosses communes ou dans des plus petites. On a du potentiel partout. Et surtout, vous pouvez être accompagné dans votre démarche. Donc là, on organise avec l'Association des communes forestières et également un gestionnaire privé forestier. On organise des réunions d'information avec les élus pour vous expliquer que justement, il y a un panel d'éventualités devant vous et surtout aussi bien sur la conception de votre chaufferie, mais aussi sur votre mode d'approvisionnement. Et là, dernièrement, j'ai rencontré également une structure qui est là pour lever tous les freins à la conception et surtout au financement de votre projet bois. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et l'idée, c'est vraiment que vous êtes suivi et accompagné dans votre démarche de transition énergétique par des structures comme la nôtre. Et quand j'entends la nôtre, je parle de la LAIF de l'Ain, du CAE, de l'Association des maires de France, etc. Donc, vous avez beaucoup de professionnels autour de vous pour vous aider. Si jamais vous avez des questions, ça va être le moment. Juste avant de passer à cette phase de questions, justement, je voudrais laisser la parole à Cécile, qui va pouvoir justement vous parler également de la rénovation des bâtiments communaux à travers un événement qui est organisé le 17 mars. Oui, bonsoir. Oui, merci Martial. Voilà, juste pour refaire passer l'information, jeudi prochain, donc c'est la 19e rencontre des Interpro à la salle du Vernet à Virignan, donc c'est au sud du département, sur le territoire de Bugey Sud. Donc c'est le thème de la rénovation d'un bâtiment communal des années 80,
il y aura une visite par l'architecte et puis une table ronde avec des acteurs du projet. Donc, c'est un bâtiment existant qui a été... la volonté était de le conserver, mais son utilisation était vraiment devenue difficile parce que les consommations énergétiques étaient très, très élevées en hiver. Et donc, il y a eu une rénovation avec du bois à l'intérieur. Et voilà, on vous invite à venir découvrir cette réalisation. C'est donc à 17h à la salle du Vernet à Virignan. Et vous trouverez le programme. Et pour vous inscrire, c'est sur le site des Interpros, interpro.com. Voilà, le réseau des Interpros qui est un réseau pour tout, qui veut favoriser les échanges des acteurs du bâtiment durable du département. Donc voilà, bienvenue à tous. Si vous voulez bien, on va passer aux questions, s'il y en a. Alors, vos micros sont coupés. Je vous invite justement à venir réactiver votre micro avec la petite barre que vous pouvez avoir en bas de votre écran. Vous pouvez justement réactiver le son de votre micro si jamais vous avez des questions. Oui, Philippe Desgout, je voudrais comprendre la différence entre plaquettes et granulés, donc, et les coûts dont vous avez l'air de dire que le granulé n'est pas le plus économique. Alors, la plaquette forestière, on est sur un... C'est vrai que j'aurais pu mettre des illustrations des différents types de bois. Quand on parle de bois, on va avoir la plaquette forestière qui est finalement du bois déchiqueté. On passe une branche dans une déchiqueteuse et on vient avoir des morceaux de plaquettes qui sont ensuite stockés dans une plateforme de stockage pendant quelques mois. Et naturellement, ça monte en température et ça vient sécher le bois. Donc, quand j'entends quelques mois, je parle de 3 à 4 mois pour avoir un séchage complet. On est sur une énergie qui est ultra locale, puisque finalement, on a une densité énergétique qui est plutôt faible, c'est-à-dire peu d'énergie dans beaucoup de volume, donc ça ne vaut pas le coup de trimballer cette plaquette forestière à travers le département ou la région. Donc on est souvent sur du très local en termes d'énergie. On est sur un coût énergétique qui est faible, puisque un produit qui peut transformer et qui en plus est transformé souvent avec un déchet, comme je disais tout à l'heure, le houppier reste en forêt. Il y a plus d'intérêt aujourd'hui de le laisser en forêt économiquement parlant que de le récupérer sur certains chantiers, j'entends. Mais aujourd'hui, on est sur un déchet, hein, c'est peu de valorisation autre que du bois énergie pour ce type d'équipement. L'inconvénient qu'on peut avoir sur ce type de combustible, c'est qu'il n'est pas calibré, pas normé. C'est-à-dire qu'on est sur un combustible irrégulier en termes de forme, donc avec des équipements qui peuvent se coincer si justement il n'est pas correctement calibré. Quand on vient le passer à la machine, par exemple, on a ce qu'on appelle des queues de déchiquetage. Donc, c'est-à-dire que c'est des gros morceaux de bois qui vont faire à peu près 30 cm, qui sont assez fins, et souvent qui viennent bloquer la vis. Alors, si le producteur est consciencieux, normalement, il y a une grille en sortie de déchiqueteuse, mais également, on peut passer au crible, donc on vient trier les plaquettes. Mais voilà, si c'est mal fait, on peut se retrouver avec un combustible qui va bloquer les équipements. Et souvent, le bois déchiqueté, si le coût énergétique est plus faible, le coût d'entretien du matériel est souvent plus élevé. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Le granulé, à contrario, on est sur de la poussière de bois, finalement, des petits copeaux de bois qui sont passés dans une machine qui vient de les compresser. Donc on est sur vraiment des petites granules. Et c'est normé, surtout, en termes de taille, et c'est normé en termes de taux d'humidité. Quand ça sort de la machine, on a un taux d'humidité qui est constant. Et ça, l'avantage, c'est que du coup, c'est plus facile à brûler. On a moins de problématiques de blocage des vis d'approvisionnement. L'entretien est aussi un peu moins onéreux que sur la plaquette. Par contre, on est sur un combustible qui, lui, coûte un peu plus cher. Pour donner un ordre d'idée, le bois plaquette, on est entre 3 et 4 centimes le kilowattheure. Le granulé, on va plutôt être aux alentours de 7 à 8 centimes en temps normal. Là, on est plutôt dans les 8, 9
presque 10 centimes le kilowattheure dans cette situation aujourd'hui, comme je le disais, exceptionnelle, mais on a un coût d'entretien. Et c'est là où justement, nous, dans nos études, on fait le comparo, c'est-à-dire qu'on va regarder, quand on étudie la solution bois, on n'utilise pas que la plaquette ou que le granulé. Ce que va faire Simon, qui réalise les études, il va regarder par rapport à votre projet, est-ce qu'il vaut mieux partir sur du granulé ou de la plaquette, en intégrant ces coûts d'entretien et ce coût de provisionnement, du renouvellement du matériel. Et c'est là où ça devient intéressant. Souvent, pour la plaquette, on a besoin de grosse puissance. C'est intéressant quand on a de la grosse puissance. Voilà. Est-ce que c'est clair? Enfin, est-ce que vous voulez des illustrations, peut-être, monsieur Desgouges? Oui, non, mais merci, c'est très clair. Il me semble qu'au château de Varay, là, sur Saint-Jean-le-Vieux, ils avaient une chaudière donc à plaquettes forestières et qu'effectivement, au début, ils ont eu beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si ça fonctionne encore, hein, mais en tout cas, c'était il y a longtemps et j'avais gardé une mauvaise idée de la plaquette. Oui, et c'est ça Merci. le souci. Et par exemple, typiquement, vous parliez d'il y a longtemps et on parlait justement de ces idées reçues. J'ai discuté avec un commercial, alors forcément c'est un commercial d'une grande marque de chaufferie, de chaudière plaquette. Euh, je vais vous dire autrichienne, comme ça je vais mettre un petit peu le doute, parce que finalement aujourd'hui beaucoup de fabricants de chaudières plaquettes sont autrichiens. Donc du coup ça guide sans guider. Mais un grand fabricant de chaufferie et le commercial m'expliquait qu'il y a 10 ou 20 ans, on avait des chaufferies qui n'étaient pas connectées au réseau. Et ça, c'était au réseau, j'entends, Internet. Et le problème, c'est qu'il fallait un employé communal pour régulièrement voir si tout se passait bien. Il fallait réactiver la machine. Enfin, il y avait vraiment une difficulté. Aujourd'hui, il fallait être présent sur le terrain pour voir justement la chaufferie quand il y avait un problème. Aujourd'hui, avec les chaudières sont quasiment toutes connectées au réseau Internet avec un câble RJ45 tout classique, hein. Et l'avantage, c'est qu'on a des accès à distance. Donc, on peut voir si la combustion n'est pas bonne. On a des alertes si on a des blocages ou ce genre de choses. Et ça, c'est quand même aujourd'hui plus simple à gérer une chaufferie plaquette grâce à ces réseaux. Ok, Après, merci. ce qu'il faut prendre en considération aussi sur les grosses chaufferies, je parlais tout à l'heure de contrat et d'aspect juridique. Quand on est sur de la très grosse puissance, mais là, j'entends des chaufferies comme la Ville-des-Gréories à Bourg ou les chaufferies type Haute-Ville, des grosses puissances, c'est que souvent on a un exploitant qui justement connaît très bien la machine, avec des salariés qui peuvent se déplacer, qui sont d'astreinte. Ça, c'est de la grosse puissance. Sur des plus petites puissances, ça à prendre en considération. Mais il faut que l'élu ou l'employé communal soit disponible s'il y a des besoins énergétiques le week-end ou autre. Si on vient avoir un problème, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse se dépêcher. Et sur de la plaquette, ça, il faut l'avoir en tête, il faut l'avoir en considération. Là, je parlais de Saint-Didier d'Ossia. L'élu qui s'occupe de la chaufferie est, je ne vais pas dire est très mobilisé, mais il est très consciencieux quant à la chaufferie de bois. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je pourrais peut-être répondre? J'ai entendu... Bonjour. Bonjour. J'ai entendu dire que certains pellets, il y avait de la colle dedans pour les... mais je n'y connais rien. Je voulais vérifier avec vous si c'est vraiment juste du bois compacté ou s'il y a des ajouts dedans et qu'au final, c'est... Alors, il y a des ajouts, mais ce n'est pas de la colle. Il y a des ajouts dans le granulé quand on a des bois qui sont justement qui s'agglomèrent pas correctement. Certains fabricants de granulés ajoutent dedans de l'amidon de pommes de terre, justement pour venir, on parle dans des proportions très faibles, de 2 à 3%. On vient ajouter de l'amidon de pommes de terre pour justement faire en sorte que le granulé vient s'agglomérer. Parce qu'on a des bois justement parfois qui permettent pas, qui s'agglomèrent pas suffisamment. Mais le granulé, on est sur un combustible qui est fabriqué juste avec de la pression en fait. Ça passe dans une machine qui met sous pression et qui vient justement bloquer enfin qui vient, comment dire, agglomérer et créer cette granule. Par contre, là où par exemple, je vous inviterais à être vigilante dans l'achat, vigilant et vigilante dans l'achat de votre granulé, c'est sur la question du séchage du bois. On a aujourd'hui certains granules qui sont, le bois est séché avec
du gaz ou de l'électricité. Et là, on se pose la question justement de la pertinence environnementale, l'avantage de la plaquette, si on regarde d'un point de vue purement énergétique. Alors, tout comme il y a du granulé qui est chauffé grâce au granulé aussi, hein. Le bois, il peut être séché grâce à du bois, hein. Ça, il faut prendre aussi en considération. Donc, c'est pas tout gris, hein. Il faut l'avoir en tête. La plaquette, l'avantage, c'est que du coup, on n'a pas de consommation énergétique, si ce n'est les tracteurs et la tronçonneuse et la déchiqueteuse. On n'a pas de consommation énergétique outrancière pour venir sécher, puisqu'on est sur un séchage naturel. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. C'est le bon point pour la plaquette forestière. Merci. Pour répondre à votre question de base, il n'y a pas de colle industriel, c'est de l'amidon de pomme de terre souvent qu'ils utilisent. Martial, justement, par rapport à la plaquette et au séchage de la plaquette, est-ce que selon les installations, les infrastructures, la qualité requise est peut-être pas justement la même? Il y a peut-être des infrastructures qui sont tolérantes à, on va dire, un combustible beaucoup plus hétérogène dans sa qualité ou son taux d'humidité. Comment est-ce que tu peux préciser un peu justement Oui, totalement. Merci de me poser cette question, Valérie. Je ne l'ai pas précisé parce que je suis parti du principe que va être devant moi des élus de petites communes, mais en effet, sur des installations de grosse puissance, on peut être amené à brûler un combustible moins normé. Je parlais beaucoup du normage tout à l'heure, typiquement les chaufferies de grosse puissance. Donc, j'entends par exemple la chaufferie à Oyonnax ou la chaufferie à Lyon. C'est des machines qui sont tellement énormes que finalement, il n'y a pas trop à se questionner sur ce qu'on va mettre dedans, en termes notamment de fond et de forme. Et typiquement, c'est des chaufferies qui vont tolérer le bois qui vient d'être coupé. Il n'y a quasiment pas de séchage. On peut le brûler directement, parce qu'en fait, on est sur des chaufferies qui sont équipées de filtres à particules qui font qu'on peut brûler tout et n'importe quoi dedans en termes de bois sans se soucier de la qualité du combustible. Donc, c'est aussi finalement un avantage à partir sur la grosse puissance. Aujourd'hui, on a quelques flux de camions qui partent sur Lyon pour justement brûler de la plaquette non séchée et surtout avec des calibrages qui sont quand même assez gros. On est sur un broyage qui est très grossier, ce qui réduit considérablement le coût énergétique de ces installations puisque il n'y a quasiment pas de transformation ni stockage. Donc, c'est intéressant aussi financièrement parlant, ce type d'installation très grosse. Par contre, il faut avoir des besoins derrière. Il faut énormément de besoins derrière en termes de puissance. Mais on a différents types de combustibles. Plaquettes. Et au niveau, je continue sur une autre question, mais au niveau de justement des demandes qui arrivent auprès d'ALEC, vous sentez vraiment un intérêt croissant? Vous m'entendez? Oui, je vais juste laisser... bonjour Madame Diane, je vais juste... Valérie Chevalon est en train de poser une question. Ce que je vous propose, je laisse Valérie finir sa question et on prend tout de suite après la vôtre. On fait comme ça? Ah voilà. Oui. C'est bon? Non, c'est pas bon. Vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Je vous entends. Oui. Valérie, tu poseras ta question après? Oui, après, pas de souci. Okay. Pas de souci. Allez-y. Allez-y, madame. Pardon. En fait, est-ce que ça n'a rien à voir avec le bois? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de chaufferie à base de paille? Ah, ça, c'est intéressant aussi, parce que justement, alors je reviens sur cette diapo-là, la toute première. Je reviens au début, où j'ai peu explicité. Non, mais je reviens dessus parce que finalement, j'ai apporté peu de détails. Dans le département de l'Ain, l'aspect city, vous le savez, hein, on a une ligne de démarcation entre Bourg-en-Berrieux et Coligny. À l'est, on a énormément de forêts, donc c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur le bois. À l'ouest, on a beaucoup de plaines ou alors les marais de la Dombe. Du coup, en effet, on a sur des zones un petit peu plus agricoles, on va plutôt être tenté de partir sur des équipements, alors soit spécifiques qui vont brûler de la paille ou de l'écorce aussi, parce qu'aujourd'hui, la valorisation de l'écorce de feuillus est assez... il
n'y a pas de valorisation, il n'y a pas d'exutoire clairement défini. Et finalement, on a de la ressource aussi sur ça. Et également sur des équipements dits multi-hit qui peuvent finalement tout brûler. Et aujourd'hui, on a des fabricants de chaudières qui sont en mesure de brûler ces différents combustibles. Se pose toutefois, et c'est là où justement le projet, il faut qu'on le réfléchisse ensemble, la question de la qualité du combustible. Encore une fois, le multi-hit, c'est bien, mais il ne faut pas mettre tout et n'importe quoi dans la machine. Et il y a des règles à respecter, aussi bien pour assurer une bonne combustion et donc pérenniser le matériel, mais aussi pour ne pas dégager de polluants. Mais aujourd'hui, brûler de la paille pour faire de l'énergie, c'est possible, tout comme on a brûlé du maïs, etc. Se pose la question, j'en parlais tout à l'heure avec le biofuel, quand on brûle de la paille, c'est la question justement, alors la paille c'est un déchet en soi, mais est-ce qu'on n'a pas une autre valorisation qui peut être envisagée? Ce qu'il faut brûler, c'est un déchet finalement. Donc il ne faut pas rentrer dans un cercle vicieux de cette paille qui pourrait être utilisée pour l'agriculture, venir finalement faire une concurrence avec l'agriculture à travers le chauffage. Donc ça se réfléchit aussi en termes de ressources. D'accord, mais est-ce que ça existe dans l'Ain, par exemple? Dans l'Ain, je n'ai pas ma connaissance sur de la chaufferie communale. Je n'ai pas connaissance de chaufferie paille. Peut-être chez des agriculteurs, ouais. en privé, en filière privée, mais pas en filière publique. D'accord. Ok, voilà. C'était la question. Voilà, merci, monsieur. Merci. Valérie, tout à l'heure, tu disais? Oui, comme Alec, en fait, vous êtes en contact avec les collectivités locales qui ont des projets et aussi avec les particuliers. Comment se situent en fait les demandes au niveau de tout ce qui est bois énergie? Est-ce que c'est plutôt stable ou est-ce qu'il y a je sais pas, un pic de demande justement par rapport aux événements récents? Voilà, comment se situent les demandes dans ce domaine auprès d'Alec, sur des accompagnements de projets, des aides aussi aux subventions? Alors, la demande, que ce soit particulier ou commune, soyons très francs, elles sont très centrées aujourd'hui, système de chauffage, c'est un fait. Aujourd'hui, beaucoup de porteurs de projets nous appellent sur un changement de système de chauffage face à cette crise. Et parmi ces systèmes de chauffage sont le plus souvent cités les pompes à chaleur. Mais comme je disais tout à l'heure, la pompe à chaleur n'est pas adaptée à tous les projets. Aujourd'hui, vous prenez un corps de ferme non isolé, vous mettez une pompe à chaleur dessus. Non seulement la machine n'arrivera pas à tourner, alors certains chauffagistes vous diront oui, mais moi j'ai la machine top du top qui existe. Il y a une machine, une pompe à chaleur qui assure un chauffage jusqu'à moins 20 degrés. Elle garde son rendement. Et c'est là où justement c'est un petit peu traître. C'est-à-dire que quand on vous la vend, on vous dit qu'elle garde son rendement. Son rendement, c'est sa capacité à chauffer. Donc elle va chauffer. Par contre, avec quel coefficient de performance? Et c'est là où la question se pose. Et justement, on a du coup un coefficient de performance qui se dégrade énormément et ça coûte plus cher d'avoir une pompe à chaleur qu'avoir une chaufferie bois sur certains bâtiments. Et donc aujourd'hui, la demande, pour répondre très concrètement à la question, elle est très orientée pompe à chaleur plutôt que chaufferie bois. Et tout le travail des conseillers, que ce soit le pôle professionnel et collectivité ou le pôle particulier, c'est déjà d'inviter les porteurs de projets à s'interroger sur la question de l'isolant. Aujourd'hui, l'énergie, c'est bien. Là, on parle du bois. Moi, je ne veux pas que vous brûliez de bois. Je ne veux pas que vous consommiez d'électricité, je ne veux pas qu'on consomme de gaz. Ce que j'aimerais, le monde de demain, c'est un monde où on consomme de l'énergie raisonnablement. Et finalement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. La phrase qu'on a entendue partout. Mais avant de parler de changement de système de chauffage, c'est peut-être se questionner sur qu'est-ce que je peux faire pour réduire mes besoins ou réduire les besoins de ma commune. Et c'est pour ça que dans le rapport, Simon a inclus tout de suite la question de l'isolation des comptes parce qu'on parle de sommes minimes pour un gain énergétique maximum, quoi. On est sur un gain énergétique très intéressant pour un investissement finalement pas très lourd. Et après, on parle de système de chauffage. Et en l'occurrence, on choisit bien son système parce que si c'est pour mettre des pompes à chaleur sur des bâtiments non isolés, ça va fonctionner, mais à quel coût? Et donc après aussi, une autre question, Valérie, tiens, je rebondis sur cette question-là.
L'ADEME a fait une étude sur des bâtiments résidentiels, pour le coup, mais on a les mêmes conclusions en bâtiments tertiaires et collectifs. Lorsqu'on fait une rénovation dite pas à pas, c'est-à-dire que je commence par changer mes fenêtres, j'isole les murs, puis après je fais la toiture, le plancher bas, je change le système de chauffage, la ventilation. En finalité, à la fin du projet, on a une performance énergétique du bâti qui est moins bonne qu'une rénovation dite globale, c'est-à-dire un projet conçu de A à Z, que les travaux soient faits sur une plage de temps réduite. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va rénover, on va attaquer un poste et on va peut-être gêner un autre poste dans sa réalisation, ce qui fait qu'on va dégrader le travail qui a été fait auparavant, ou alors tout simplement on a une mauvaise conception qui fait qu'on ne pourra pas venir chercher de la haute performance. Je vais prendre un exemple très concret. Quand on change les fenêtres, souvent les artisans mettent une marge au niveau des dormants, c'est-à-dire qu'ils mettent une épaisseur plus importante de la partie fixe de la fenêtre pour justement, quand la façade va être isolée, on puisse venir faire ce qu'on appelle, façade ou même mur intérieur finalement, faire ce qu'on appelle un retour de tableau. Donc on vient remettre de l'isolant au bord de la fenêtre, sur la partie, le cadre finalement, on pourrait dire. Si cette fenêtre, le dormant n'a pas été suffisamment dimensionné, bah, l'artisan qui va venir, que ce soit façadier ou plaquiste, pour venir faire le retour de tableau, eh ben, on ne pourra pas l'isoler ce retour de tableau. Donc on aura à la fin une performance moins bonne, pour juste un problème de dimensionnement de dormant auparavant. Voilà, donc c'est aussi cette idée aujourd'hui de faire de la rénovation globale, c'est plus performant. Par contre, ça a un coût qui est plus élevé, naturellement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, j'aurais une petite question complémentaire. Donc, bâtiment en Inde du CIE de l'Ain, par rapport à la question liée à la qualité de l'air. Alors, vous en avez peut-être parlé au début de présentation. Quand on parle de chaufferie bois, qu'en est-il un peu des idées reçues par rapport à la qualité de l'air, la question des particules fines, etc. Est-ce que c'est uniquement lié, on va dire, aux dispositifs individuels type poêle bois, cheminée, etc. ou par rapport à des chaufferies bois? Enfin, voilà, je voulais avoir un peu votre avis par rapport à la question de la qualité de l'air et des particules fines. Merci. Oui, c'est une question qui a été abordée très sommairement, mais qui est assez pendant la présentation et qui est très intéressante. Oui, aujourd'hui, la question du bois et la qualité de l'air, elle a été mise en avant. Surtout sur des périmètres, notamment, on a de plus en plus de territoires PPA, donc périmètres de protection de l'atmosphère. Et aujourd'hui, la base de la problématique, elle se situe autour de particuliers et de ces équipements. On est sur des équipements, quand on parle de pollution atmosphérique au bois, puisqu'on est sur des équipements, il y a un triptyque, encore une fois. Nous, on aime bien les triptyques dans l'énergie. Il y a un triptyque qui est matériel, combustible et utilisation. Typiquement, le particulier, on est souvent sur des équipements qui sont anciens, donc antérieurs à 2002, les premières normes qui traitent de la question de la pollution au bois. On est sur des équipements anciens qui ne brûlent pas correctement le bois. Ensuite, on a la question du combustible. Brûler un bois vert, naturellement, émet énormément de polluants. Le bois, il faut savoir que le bois bûche, au niveau des particuliers, hein, là je parle de bois bûche, hein, attention. Au niveau des particuliers, le bois bûche, c'est un marché au final qui est peu normé, puisqu'on est sur une vente, je vais dire qui est majoritairement, mais qui est pas majoritairement, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais qui est très fait de main à la main, voilà, sans rentrer dans les détails, qui est aussi... donc on a un combustible qui finalement est peu normé, puisqu'on est souvent sur un approvisionnement assez spécifique. Donc, on peut se retrouver avec des dérives, au terme de séchage notamment. Et puis après, on a la question de l'allumage. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de particuliers qui allument le feu, comme Papy il nous a appris, c'est-à-dire que les grosses bûches, on met du papier journal, du petit bois, et on met les grosses bûches. Vous faites un allumage par le bas. Ce qui n'est pas bon, puisque finalement, vous ne préchauffez pas votre bois avant de le brûler. Ce qui s'est recommandé aujourd'hui, c'est de faire un allumage par le haut, les grosses bûches en bas, le petit bois, et... Pardon, j'ai pas eu le temps de couper le micro, attends. Et donc, l'allume-feu par le dessus, ce qui fait qu'on préchauffe le bois avant de le brûler, la flamme descend, un peu comme une bougie. Et donc, ça, c'est le triptyque. Le combustible granulé, comme je disais tout à l'heure, il est
calibré. Donc, on a peu de problématiques de combustion grâce à ça. J'entends chez le particulier et les professionnels collectivités, puisqu'on est sur un combustible qui est calibré. Donc, pas de souci particulier. Et après, la plaquette, on peut se retrouver avec les mêmes désordres que le particulier avec le bois bûche, puisqu'on est sur un combustible finalement qui est moins calibré, je le disais tout à l'heure. Donc, s'il n'est pas correctement contrôlé en termes de taux d'humidité, forcément, on peut se retrouver avec des questions de pollution atmosphérique. Donc, il faut être vigilant. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper et dire le bois, ça pollue. En fait, c'est que le bois mal utilisé pollue. Ce serait un mensonge que de dire que le bois pollue. Ce n'est pas le cas. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Vous parlez de la combustion, mais concernant le produit lui-même, est-ce que, par exemple, les plaquettes ou les granulés, c'est mieux que ça soit du résineux ou du feuillu? On est sur un mixte. Aujourd'hui, que ce soit du granulé ou de la plaquette, on est sur un mix entre les deux, puisqu'on a des caractéristiques qui sont intéressantes pour les deux essences, les deux types d'essence. Aujourd'hui, on est sur du mixte systématiquement. Systématiquement, d'accord. Ouais. Merci. Enfin, systématiquement. Sur du granulé systématiquement, puisqu'on a la capacité, on a l'outil industriel, sur de la plaquette, on s'adapte à la ressource locale. Comme je le disais, aujourd'hui, la densité énergétique, elle est trop faible. Ce qui fait qu'en fait, il y a une règle au niveau de la plaquette, un MAP, donc 1 mètre cube par an, 1 kilomètre. C'est-à-dire que c'est pas intéressant de faire déplacer un camion qui fait 20 mètres cubes, économiquement parlant, enfin, non pas économiquement parlant, environnementalement parlant, c'est pas intéressant de le faire déplacer à plus de 20 km s'il fait 20 mètres cubes. Parce que justement, on va émettre trop de CO2 pour le déplacer. Alors aujourd'hui, le CO2, on ne se pose pas trop la question. Mais même économiquement parlant, ça ne vaut pas le coup de le faire déplacer à plus de 20 km. Aujourd'hui, la densité énergétique est tellement faible qu'on ne dépasse pas à travers la région des plaquettes forestières. C'est pas intéressant financièrement parlant. Donc, du coup, on s'adapte aux contraintes locales. Là où ça va être intéressant de le déplacer, c'est, comme je le disais tout à l'heure, avec les grosses chaufferies qui tolèrent un peu tout et n'importe quoi en termes de combustible, qui ne sont pas calibrés, qui ne sont pas séchés. Là, le combustible vaut tellement rien que ça vaut le coup de le faire déplacer. On a la capacité financière de le déplacer. Donc aujourd'hui, clairement, il y a des camions qui partent du département de l'Ain pour aller chauffer, pour aller déposer du bois dans la grosse chaufferie à Lyon. Ça, c'est pas un souci. Pour des plus petites chaufferies à taille humaine, entre guillemets, on va s'adapter aux contraintes locales. Donc, il existe des équipements qui vont tolérer que le feuillu, par exemple. En sachant que le meilleur mélange, ça reste quand même le mix. Ok, merci. Je ne sais pas si on a une autre question. On a sûrement fait le tour, j'imagine, si on n'a pas d'autres questions. Du coup, j'en pose une dernière. C'est juste la question, moi j'ai une chaudière granulée depuis 12 ans, j'ai pas de souci, mais j'ai eu on va dire un défaut de fournisseur pendant un mois, et donc j'ai été amené à acheter des sacs au lieu d'acheter en camion. Soufflage, donc j'ai été dans la zone d'Ambérieux là, donc d'une part les sacs de granulés, il y a eu pas mal de ruptures. L'hiver était froid et puis je ne sais pas. Mais du coup, je me suis intéressé à savoir ce qu'on achète quand on achète un sac de granulés. Et malheureusement, il y a un certain nombre de produits où on n'a aucune indication. On ne connaît pas la provenance, on ne sait pas le mode de chauffage, jamais, le mode de séchage, pardon, jamais, et on ne sait pas souvent si c'est du feuillu ou un mix, comme vous dites, qu'on devrait. Moi, a priori, quand il y a 12 ans, on m'a dit que ça sera de la sciure de résine.
Et ça, c'est toute la question du sac. Et tout à l'heure, je parlais du granulé et de son augmentation, de l'augmentation de la demande. J'entends dire parfois, est-ce que je suis d'accord avec, c'est encore une autre question, le granulé, c'est le fuel de demain. On est sur un combustible qui va avoir une très forte demande, donc du coup, avec toutes les limites que ça impose derrière. Et c'est vrai que le sac, vous avez peu de contrôle. Et pour le coup, la densité énergétique du granulé fait qu'on peut le promener dans des camions à travers de grandes surfaces, à travers de grandes distances, parce qu'on a une certaine densité énergétique. Et du sac, naturellement, encore plus, puisque du coup, c'est souvent c'est à destination du particulier qu'on demande du sac, moins regardant et plus facile, justement. Le sac, il faut savoir que quand on parle de coût aussi du granulé, souvent le granulé au kilowattheure pour le sac est souvent plus élevé, de l'ordre de 1 à 2 centimes par kilowattheure. On peut facilement augmenter le prix de 10-20% sur le granulé en sac. Donc, oui, c'est la limite. Et par contre, on a des producteurs de granulés locaux. Je pense que vous me parliez d'Amberieux. Oui, non, moi je me fournis à Meximieux. J'espère qu'il se fournit localement. Mais c'est vrai que bon, il y en a qui naît de la Loire. Il y en a, c'était indiqué pour le coup, et ça venait d'Espagne. C'est ça. Voilà. Et après, donc, du coup, le prix est quand même en fonction. Enfin, je veux dire, au magasin Carrefour d'Amberieux, c'était à 3,90 €. Au Monsieur Bricolage, c'était 5 €. Enfin, je veux dire, il y a quand même du coup des écarts de prix importants. Et du coup, il y a une rentabilité économique à le faire déplacer. Le granulé, c'est le fuel de demain. J'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais, Pardon. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en effet, il faut être vigilant sur le granulé et regarder où est-ce qu'il est produit. Mais on est on a moins de visibilité, quoi. Ça, il faut le savoir. Ok. Et vous avez dit que certains brûlent du granulé pour sécher leur granulé, enfin le bois qui va faire le granulé. Du coup, c'est jamais indiqué sur les sacs. Donc là, il faut qu'on connaisse le producteur un peu pour savoir précisément. C'est ça, avec un producteur local, vous avez toute la possibilité de poser la question voilà, ouais. de ça. Après, il y a la question, j'ai jamais fait le calcul et je me suis jamais penché dessus, mais justement de l'impact que peut avoir un chauffage électrique ou gaz du bois pour produire du granulé. Je me suis jamais posé la question, même si elle est très intéressante. Ça ne veut pas forcément dire que c'est aussi négatif, quoi. C'est peut-être moins bien qu'un chauffage par le bois, mais c'est pas non plus un séchage par le bois, mais c'est pas non plus rédhibitoire, quoi. Oui, on va se renseigner. Approfondir la question. Ok, merci. C'est moi. Okay. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Auquel cas... Dans tous les cas, Martial, j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre les échanges et puis les débats sur ce thème à Val-Revermont le 29 mars, puisque le matin sera en partie consacré à nouveau au bois énergie et puis au réseau de chaleur. Donc voilà. Je vous invite à vous inscrire. Voilà. Donc j'ai mis le lien d'inscription dans le chat. Voilà. Oui, on l'a vu. Oui. Et à diffuser également l'information autour de vous, puisque n'hésitez pas, enfin les personnes qui n'auraient pas participé au webinaire peuvent également, bien sûr, s'inscrire à la journée de visite. Ça n'est pas du tout, c'est ouvert à tous. Très bien. Du coup, je vous propose, si jamais alors vous avez des questions ou un projet, vous avez reçu le lien d'inscription à travers directement mon adresse mail. Vous avez mes coordonnées en signature de ce mail et vous pouvez également m'envoyer un message sans souci. Et c'est avec plaisir que je vous répondrai ou que Simon voudrait répondra pour justement visiter votre bâtiment communal, vôtre ou vous l'avez compris, on peut faire des réseaux techniques. Et c'est avec plaisir qu'on réalisera une note d'opportunité pour justement mesurer la pertinence d'un projet bois sur votre commune ou d'un projet avec une autre énergie. J'insiste bien là-dessus
sur le côté, sur le non-parti pris qu'on peut avoir lorsqu'on réalise une étude. On aime le bois, mais est-ce que c'est la solution à tout? Ce sera la réponse justement quand on regardera votre bâtiment. Voilà. Très bien. Et ben, je vous propose, je vous souhaite une bonne journée. Oui, Merci. Merci d'avoir à vous. participé à ces différents webinaires. Merci. Merci beaucoup. Merci À bientôt. beaucoup. Merci. Au Merci, revoir. au revoir. Oui, merci. Bonne journée. Merci, Au revoir. merci. Bonne fin de journée.